près, plus près. Installez-vous, il y a de la place en fait juste au milieu si vous osez. Laurent. Alors, ce soir, c'est... Tiens, prends celui-là. Ce soir, c'est le deuxième acte de cette carte blanche 2015. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est juste important de savoir que ce n'est pas du tout comme les années précédentes. C'est plus une exposition, mais c'est une discussion ouverte à tous ceux qui souhaiteraient intervenir. Donc par rapport à la semaine dernière, on va essayer de s'améliorer et faire en sorte que ce soit plus interactif. On va donc vous laisser un peu plus la parole, alors n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, si ça vous démange aussi en cours de route de faire part d'une réflexion, allez-y, vous aurez plus la parole. Donc pour rappel, le thème général transversal aux trois actes questionne le rapport entre architecture et modestie. Donc juste pour poser le cadre pour ceux qui n'étaient pas forcément là, la modestie se définit donc par la simplicité, l'absence de recherche de faste, de luxe. Et être modeste, c'est aussi agir avec mesure. Et nous, c'est en fait l'ambivalence de la perception de ce thème qui nous intéresse, parce que ça peut être considéré comme une critique d'être modeste ou alors plutôt un compliment. Ça va dépendre en fait du contexte et de la perception personnelle. Alors l'objectif, c'est bien de présenter une posture, une attitude à travers des projets, des expériences, puisqu'en fait la modestie, ça parle aussi du rôle de l'architecte vis-à-vis des autres et puis aussi vis-à-vis d'un contexte plus large. La semaine dernière, pour l'acte 1 sur l'attitude de l'effacement, donc les bureaux Rapin 16, Jouvergély, l'artiste Simon Boudvin, qui sont aussi présents ce soir, ont lu des textes et présenté des projets pour éclairer leur positionnement. Ce soir, pour l'acte 2, le thème sous-jacent, c'est la modestie comme réponse possible à l'instabilité. Et pour l'acte 3, le 23 avril, on posera la question du péril de l'imaginaire. Alors ce soir, il y a 4 intervenants principaux. Stéphane Gratzer, qui est du bureau Jaco Spicher, donc c'est un bureau genevois qui a été fondé en 2004. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'architectes. Stéphane Gratzer est diplômé de la TU de Stuttgart. Il a intégré le bureau en 2009 et est associé depuis le début de l'année. Donc j'en profite pour excuser Jean-Paul Jacot qui devait venir et puis qui est malade, donc qui a participé largement à la préparation de la soirée, mais du coup qui ne participera pas à la discussion. Donc juste pour comprendre les influences du bureau, Jean-Paul Jacot a collaboré donc avec David Chipperfield et avec Herzog et de Meuron. Et puis, il travaille régulièrement avec le bureau Servison Bates. En 2012, ils ont ouvert un bureau parallèle à Londres. Il est également enseignant, ou était enseignant à l'EPFL. Donc le logement est un sujet important dans leur pratique. Ils ont gagné dernièrement le concours des Saules pour la Coda et la Sigu à Genève. Et lors de l'indistinction romande, leur architecture était décrite comme une nouvelle normalité. Et le fait qu'ils développent un style architectural basé sur de nombreuses références historiques. Ensuite, je vous présente donc Nicolas Vaucher du bureau Burkhardt Partner, donc partenaire du bureau Burkhardt Partner, qui a 5 succursales à Lausanne, Genève, Bâle, Berne et Zurich. Il y a plus de 360 collaborateurs, donc c'est un des plus gros bureaux d'Europe, qui a été fondé en 1951. Alors le bureau est connu, entre autres, dernièrement pour les 3 bâtiments qui ont été construits au Flon, à côté de l'EJMA, et aussi pour plein d'autres projets qu'on pourra voir, notamment le parc MFO à Zurich, un jardin suspendu assez célèbre. Donc en 2014, ils ont achevé 150 logements, et aujourd'hui, il y en a 620 en cours de conception ou de réalisation qui vont aussi bien de la maison individuelle en PPE, du logement subventionné, du logement coopératif, des chambres d'étudiants. Donc il y a un grand panel de programmes. Et ce soir, donc, nous avons 2 invités qui ont été proposés par les architectes pour éclairer en fait le sujet. Donc on a János Ioannidis, qui est architecte de formation, qui est directeur de la division études et développement du comptoir immobilier. Il est responsable de nombreux projets d'envergure, notamment en Suisse romande et à Genève,
Et donc nous, ce qui nous intéressait particulièrement, c'est qu'il est responsable des communaux d'Ambilly, sur lequel on va lui poser plusieurs questions en collaboration donc, avec le projet du bureau Jaco Spicher. Donc le comptoir immobilier, c'est une société de promotion dans plusieurs cantons. Et donc on a trouvé un article avec un extrait qui le décrit, et puis ça nous a pas mal interpellés, qui le décrit comme un architecte qui sait depuis longtemps que la bonne volonté et les briques ne suffisent pas à faire sortir de terre les immeubles dont Genève a cruellement besoin. Et donc c'était un peu ce pragmatisme qui nous intéressait de mettre en parallèle par rapport aux visions qui vont être présentées ce soir des architectes. Et puis le deuxième invité, qui n'est pas assis à la table, qui est André Kunzi, dit l'homme bleu qui est accoudé au bar. Donc c'est en fait un profil assez surprenant. Il est architecte, diplômé de l'EPFL, mais il est aussi cuisinier, inventeur, scénariste et réalisateur. Il est surtout connu pour l'homme bleu. C'est un double qu'il a accompagné à travers une quinzaine de pays pour une multitude d'histoires qui naissent de rencontres en fait un peu impromptues et spontanées dans les différents endroits où il a pu se promener. Il y a aussi un long métrage qui a été réalisé en 2012 qui rassemble en fait ses pérégrinations un peu à travers ses voyages dans les différents pays. Il est l'auteur d'une série d'inventions parmi lesquelles le Filmomatique, qui est une machine interactive qui produit des cinémas de poche, ou le Black Maria, qui est un cinéma démontable de 12 places qu'on a pu voir notamment au festival Images, je crois. Et puis parmi toutes ces activités, il y a aussi un travail cinématographique à Neuchâtel. Voilà pour les intervenants de ce soir. Donc juste pour revenir au sujet, la semaine dernière, personne n'a dit être modeste ou ne pas l'être. On a découvert des attitudes qui tournaient autour de la modestie à travers des convictions de projet ou des influences. Mais en aucun cas, des invités n'ont revendiqué en tout cas une attitude de l'effacement. On en a tiré plusieurs choses. La première, c'était en tout cas une volonté de ne pas avoir une vision individualiste de l'architecture, mais plutôt une attitude collective. Et puis on a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de points communs entre les bureaux qui étaient là la dernière fois. Et puis la deuxième, c'était une assurance dans les projets, mais une volonté quand même de discrétion, qui n'est donc pas forcément de l'effacement, mais qui puisait justement dans des références à des images familières. Alors pour introduire le thème de l'instabilité, nous avons trouvé une citation dans Architecture et modestie, où lors d'un entretien, Giancarlo De Carlo dit « C'est comme cela que je vois la modestie, non comme un effacement. La modestie, c'est cette attitude de recherche, ne jamais être sûr, essayer d'aller au-delà, ne jamais penser être arrivé. » Alors nous, on a interprété ça comme une vision de la modestie et le fait d'être aux aguets et de toujours essayer de s'adapter à une situation qui peut être différente. Donc on est aujourd'hui dans une situation de crise, des fois un peu sociale, environnementale, qui met en place des incertitudes, et puis ces incertitudes, on trouve qu'elles ont une vraie valeur, et que c'est aussi l'occasion en tant qu'architecte de se réinventer, de se poser des questions. Et le doute, en fait, devient une force de projet, et c'est un peu ça qu'on aimerait explorer à travers les différentes interventions de ce soir. Alors, juste pour prolonger l'introduction de l'IA, on a l'impression, disons, qu'il y a une notion de responsabilité collective qui est en train de ressurgir dans le monde de l'architecture. Et c'est pour ça qu'on interroge la modestie, parce qu'elle nous semble faire partie de cette prise de conscience. Alors, de là à savoir si elle se généralise, si c'est une sorte de mouvement silencieux, etc., ça, l'avenir pourra nous le dire peut-être. Mais, comme le disait Lia, c'est peut-être les crises qu'on connaît, et puis la société contemporaine dans ces conditions actuelles, qui y sont pour quelque chose. En tout cas, nous, on a lu dans un certain nombre d'articles, de prises de parole d'architectes, de discours, etc. On la lit, disons, cette prise de conscience. Et voilà, cette prise de conscience qui, bien sûr, je le rappelle, met en avant une sorte de vision collective ou une recherche d'une vision collective. Un des articles, justement, qui nous a particulièrement intéressé, qui date du début d'année, donc particulièrement d'actualité, vient d'un bureau, donc l'OMA de Rem Koolhaas, qui a clairement joué du star system individualiste dont on a parlé la semaine dernière, des super-héros architectes. Et c'est Reinier de Graaf, qui est un des partenaires de l'OMA, qui donne son opinion dans une tribune, en
mettant clairement en cause l'architecte qui aurait d'une certaine façon dépassé les bornes ou voire complètement dérivé vers l'irresponsabilité face à la société. Alors je vous lis une citation de l'article. Les discours axés sur l'importance des architectes individuels semblent surtout dissimuler l'échec de l'architecture en tant que notion collective. Le battage médiatique autour de l'architecture contemporaine et le mythe du génie individuel qui l'accompagne semblent être à peine plus qu'une diversion nous permettant de rejeter toute notion de responsabilité collective. Une croisade malhonnête contre ce qui s'avère être nos propres péchés. Alors ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de savoir comment vous, tous autour de la table, les invités, les intervenants, mais aussi vous tous dans la salle, ce que vous pensez à la fois comment vous réagissez face à ces incertitudes, cette instabilité dont parlait Lia, mais aussi quel est votre avis sur le rapport à la responsabilité collective en architecture. Alors peut-être pour commencer la discussion, il y a donc Stéphane va nous présenter un des projets, enfin une attitude que vous avez eue lors d'un projet au Communio d'Ambizy. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. J'excuse Jean-Paul encore une fois qui est très triste et très malade dans son lit et j'ai beaucoup aimé venir ce soir. Il m'a filé son bébé avec son script et je vais essayer de vous expliquer au mieux ses pensées ou nos pensées en fait du bureau, comment on travaille. Et c'est un énorme plaisir de participer à ce nouvel format de la carte blanche. Et nous avons toujours été très intéressés par la notion d'une certaine modestie en architecture, avec beaucoup d'intérêt que nous partageons, et ça me touche beaucoup d'être ici pour participer à ces discussions. La notion d'une architecture qui ne cherche pas sa justification uniquement par la puissance de sa singularité nous intéresse beaucoup. La question se pose ensuite sur comment trouver un terrain commun suffisamment valable avec le contexte dans lequel nous intervenons pour justifier une inflexion de notre architecture sans pour autant tomber dans le minimisme et la répétition. Je passe à la première image, je vois que ça marche. Comment, en quelque sorte, pouvoir juxtaposer des éléments différents tout en trouvant entre eux une résonance qui implique que le tout forme plus que la somme des parties. Comme ici dans cette toile de Giorgio Morandi, qui montre le thème de la discussion de ce soir, qui est une réponse à l'instabilité, qui nous a poussé à réfléchir sur les mécanismes qui pourraient nous permettre de trouver, face à l'instabilité du projet d'architecture contemporain, des formes de médiation, de dialogue, de partage, de mise en commun pour trouver un terrain commun fertile pour des projets de plus grande échelle. La revendication de la différence est devenue quasiment incontournable dans le paysage de l'architecture contemporaine. Chacun revendique l'expression de l'individualité de la pièce construite et les ensembles bâtis forment des juxtapositions parfois assez hasardeuses de formes, de matières, de couleurs, tout à fait hétéroclites. Ici un exemple parmi beaucoup à Lyon-Confluence. Comme vous voyez, chaque bâtiment a des principes dans soi-même, mais il n'y a pas d'interaction entre eux. Le tissu urbain devient ainsi une juxtaposition d'identités distinctes, un peu comme cette célèbre image du bal des Beaux-Arts à New York en 1931. Chaque architecte, déguisé en son bâtiment, tient une place unique dans la composition de l'ensemble. Et pourtant, pour autant, nier la notion de juxtaposition et de différence, il existe des exemples très riches de résonance entre des éléments bâtis très distincts. Ici, par exemple, la Strada Nuova à Gênes, où vous pouvez voir comment chaque palazzo qui compose l'ensemble se distingue de son voisin dans sa forme, son échelle et son expression, mais où, par la finesse d'une palette matérielle, d'un contrôle des proportions, de la précision des vides formés, le tout forme un ensemble qui est beaucoup plus que la somme de ses parties. Un autre exemple
à Londres, dans Lincoln Inn Fields, avec la maison de John Soane, où une architecture extraordinaire s'insère dans un ensemble plus complexe, sans pour autant perdre de sa force. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, c'est donc les deux tranches noires et l'entrée principale dans la façade blanche qui est très lisible en fait dans le contexte, dans le tissu urbain. Ou ici, un exemple parmi 1000 d'un immeuble haussmannien où l'unité matérielle, la composition des façades, le contrôle de certains alignements a permis de former dans ce qui était un contexte d'extrême spéculation immobilière et d'instabilité des ensembles d'une urbanité extraordinairement durable. Ici, un autre exemple à Milan où les immeubles très différents forment un ensemble par la reprise d'une certaine métrique du socle, d'une certaine palette de couleurs. Donc, contrairement aux autres images qu'on a vues, c'est peut-être le beamer qui ne le transporte pas très bien non plus, ou peut-être tout à fait cette uniformité de la colométrie qu'on voit malgré trois bâtiments complètement différents. La question de faire un ensemble s'est posée à nous avec le projet que nous développons au Communaux d'Ambilly à Genève. Il s'agit d'une opportunité rare de construire un nouvel ensemble de grande échelle sur un terrain actuellement agricole. Donc, comme vous le voyez sur l'image, il n'y a actuellement rien sur le site. Il y a un petit cheminement qui passe, mais il n'y a aucune infrastructure. C'est un site extrêmement incroyable dans toutes les directions. Et l'intérêt particulier du projet consiste dans une volonté affirmée de la part du maître d'ouvrage qui est présent ce soir, de faire un quartier avec une identité propre, claire et revendiquée. Un projet urbain avait été établi par l'atelier Poney qui propose un ensemble formé de 5 grands corps de bâtiments qui articulent une succession d'espaces publics, un mail central. C'est un peu difficile à me montrer, on va peut-être le voir tout à l'heure. Une place résidentielle au milieu des bâtiments qu'on voit depuis l'hélicoptère là. Une place plus commerciale et des jardins plus privatifs pour chaque immeuble. La maquette ici parle déjà d'une forme de cohérence entre les différents corps bâtis. L'usage d'un matériau unique de bois, la répétition des horizontales et la subtilité d'une volumétrie complexe laissent entendre déjà, au niveau du projet urbain, une volonté de faire un ensemble. Face au grand paysage, la force de l'ensemble est constituée par ces différentes parties qui cherchent un terrain commun plutôt qu'une démarcation. Et pourtant, chaque bâtiment a sa spécificité, volumétrique, de relation paysage, de rapport à l'espace public, et chaque architecte devrait profiter de ces spécificités pour donner une qualité forte à chaque bâtiment sans pour autant perdre la notion d'ensemble. C'est là que le projet est assez unique, dans le sens où les maîtres d'ouvrage ont voulu, depuis le début du travail sur les bâtiments, regrouper tous les intervenants, architectes et consultants, dans des workshops où la question du faire ensemble servait de leitmotiv. Il s'agissait de discuter à livre ouvert entre architectes, avec l'atelier Bonnet, Bassicarella, LRS Vaille-Flopont et nous-mêmes. Sur ce que nous pensions développer, sur ce qui pouvait former une base pour une cohérence de l'ensemble, sa composition, sa matérialité, enfin tout ce qui pouvait former un lien pour le projet dans son ensemble. Des maquettes ont été développées pour regrouper le travail de chacun. Nous avons par exemple très vite décidé d'une dominante horizontale à la composition, qui est assez facile à lire, je pense, dans cette maquette qui a été faite vraiment au début du processus. D'une matérialité commune, le béton préfabriqué, des fenêtres en bois, un sol commun pour la place qui réunit tout, etc., etc. Ce que nous tirons de cette expérience est la richesse de la discussion qui résulte de la notion de faire ensemble. Il est intéressant de voir que chacun des participants a
à mon avis, était soulagé de pouvoir s'ancrer dans autre chose que sa petite parcelle de projet, que les influences croisées, les emprunts, les intelligences collectives qui en a résulté, a fait que chaque projet a trouvé une orientation précise. Ici, une image du projet que nous développons de notre côté. Pour notre côté, on a uniquement du logement social. Cette orientation n'est pas un choix individuel de notre côté, plutôt déterminé d'une participation à un tout plus complexe, du PLQ qui a subdivisé l'affectation de chaque immeuble. Je crois que le cas des communaux d'Ambilly est assez unique, mais je me demande pourquoi ce modèle ne peut pas se retrouver plus fréquemment. Est-ce qu'il peut servir comme modèle? Est-il reproductible? Nous avons le plaisir d'avoir Janos Ioannidis avec nous ce soir, qui pourrait peut-être apporter quelques lumières sur ces questions. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Janos, c'est peut-être le bon moment pour vous passer la parole avec la question que vient poser Stéphane. Est-ce que c'est, si je répète un peu la question, en fait c'est dommage, je vais peut-être vous laisser parler, mais est-ce que c'est reproductible? Est-ce que vous en tirez beaucoup de bonnes choses et de bonnes pratiques pour d'autres projets? Voilà. D'abord et avant tout, merci beaucoup pour cette invitation et de venir à Lausanne en particulier, puisque c'est ma ville de cœur où j'ai aussi étudié l'architecture polytechnique. Donc c'est aussi un héritage et je pense que quand on est architecte, on défend sa profession, quels que soient les chemins professionnels que l'on prenne par la suite. Et puis d'abord dire que fort heureusement, les architectes sont indomptables. Et quelles que soient les contraintes, les spécificités qu'on leur impose ou qui parfois ils s'inventent, on arrive à une créativité qui est toujours fantastique. Et on l'a vu finalement à travers l'histoire de l'architecture ou de l'urbanisme. Chaque fois qu'on a voulu d'une main forte contraindre le créateur de projet à une sorte d'unicité de sa production, eh bien on a quand même trouvé manière ou moyen de faire des différences plus ou moins subtiles, plus ou moins modestes. Et ça, c'est très très rassurant, et de voir aussi toute une population de jeunes architectes continuer à débattre. Alors, bien évidemment, c'est une expérience un peu particulière dans le sens où, dans le cas d'espèce, il y a un seul maître d'ouvrage. Dans mon rôle, je suis représentant de ces maîtres d'ouvrage, donc je ne suis pas le maître d'ouvrage à proprement parler, mais je les ai effectivement, comme investisseurs, poussés à ces réflexions, de dire est-ce qu'il faut confisquer le projet en tant que promoteur et le donner aux petits copains? Est-ce qu'il faut sortir de cela et porter le débat de comment développer un projet? Alors ça, c'est qu'une première pièce urbaine dans le dispositif, puisqu'il y en a encore 4 autres à construire autour, et qu'en finalité, c'est quand même un quartier pour 6000 habitants qui va faire croître la commune qui l'accueille de 50% de sa population. Donc la responsabilité, quand on la prend à plein bras, c'est de se dire on va construire pour 6000 personnes qui vont y habiter. Et en fait, on déplace le débat sur, non pas l'architecture, mais la responsabilité sociale et morale que l'on a, que de produire quelque chose dans lequel 6000 personnes vont vivre, grandir et passer du temps. Donc à partir de ce moment, on sent bien que l'architecture n'est qu'un des sujets qu'il faut aborder dans la problématique d'ensemble. Et là, je crois que ce message est très très important pour nous architectes, si j'ose encore me mettre dans ce champ, c'est d'avoir cette modestie de comprendre que les gens vont l'utiliser pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, que ce qu'on produit, contrairement au médecin où le patient n'est plus là quand il se trompe, l'architecte donne un héritage à la collectivité qui est un ensemble à vivre et qui reste après lui, sauf cas d'exception. Donc ce modèle, je pense que ceci une réflexion d'abord fondamentale sur comment produire quelque chose qui peut s'effacer effectivement un petit peu devant ceux qui vont l'utiliser. Alors est-ce qu'il est reproductible? Je ne sais pas, c'est une question de bonne volonté, mais il nous a semblé en tout cas qu'il ne fallait pas trop crier l'architecture, mais la murmurer et laisser à ceux qui vont l'utiliser le champ de se l'approprier. Ce n'est plus notre bébé, c'est leur enfant, et ils vont
en profiter, ils vont vivre avec ça, et qu'il faut laisser peut-être avec plus de finesse ou plus de délicatesse la place aux utilisateurs de s'exprimer, parce qu'au fond c'est là où il faut en venir. C'est comme quand on a des enfants, on les fait grandir, mais le but c'est qu'ils soient plus dépendants de leurs parents, qu'ils vivent leur vie. Et comme architecte, il nous a semblé que c'était important d'avoir cette démarche, au fond, reproductible. En tout cas, c'est une expérience qu'on espère voir reproduite pour cela. Alors, moi j'ai une question, bien sûr. Si vous avez des questions dans le public, surtout n'hésitez pas à me prendre le micro ou même lever la main. Je ne sais pas si on a tellement besoin de micro. On enregistre en même temps, du coup c'est facile avec le micro. Mais je commence avec une question pour vous deux en fait, sur le langage commun et puis donc le langage commun déjà entre architectes, ce qui on l'a vu à travers le processus qui a été mis en place, mais aussi le langage commun entre architectes et maîtres d'ouvrage ou architectes et promoteurs. Et puis je me demande, c'est plus particulièrement à vous, qu'est-ce que vous recherchez quand vous mandatez un architecte? Je crois que Jean-Paul nous avait expliqué que vous aviez principalement fait des interviews et donc il n'y avait pas c'était pas que sur référence ou que sur un concours, etc. Et voilà, qu'est-ce que vous recherchez dans une agence d'architecture qui va travailler pour vous? Est-ce que c'est une signature, une attitude plutôt, les deux, etc. Et puis, d'une manière générale, je pose beaucoup de questions, mais ça permettra de l'ouvrir, c'est voilà, comment vous trouvez un langage commun et quel est-il en fait entre vous deux? Tu veux commencer peut-être avec la sélection? C'est comme ça tout le temps, alors c'est rassurant. Je vais poser le micro, ouais, je vais le faire de vive voix. Je pense que sur le fond, ce qui était intéressant dans la démarche, quand on a voulu démarrer, on s'est dit on va faire un concours, SIA, comme d'habitude, et puis le lauréat, le plus beau, le meilleur, sortira, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'au fond, on cherchait un savoir-faire chez les architectes, mais aussi un savoir-être. C'est-à-dire commencer à trouver des personnalités qui avaient envie de partager, qui avaient envie de débattre. Et je pense que du côté du maître d'ouvrage, on s'est surtout attaché à dire mais il faut laisser faire, il faut laisser de la place à ce qu'il y ait une culture commune qui se crée. Alors, ce qui est très intéressant dans le processus des communaux d'Ambilly, c'est que au départ, on était dans un conflit entre l'État et la commune sur ce projet d'urbanisme. Et la première des choses qu'on a faites, c'est de poser quelques éléments consensuels, une sorte de médiation, point d'ancrage d'un consensus. Au-delà de ça, on a fait le concours d'urbanisme sous la même forme, c'est-à-dire un collège d'experts assez consensuel, un choix de bureaux sur le concours d'urbanisme qui se voulait déjà consensuel, et finalement on a commencé à créer cette culture du consensus et du faire ensemble. Et en tant que maître d'ouvrage, dans l'étape d'après, qui était le choix des architectes, on s'est dit qu'on voulait s'inscrire dans cette continuité. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu l'idée de dire il y a du savoir-faire, il y a du savoir-être, et finalement de cela va naître probablement quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que dans le choix des mandataires, on a été attentif à prendre des personnalités intéressées par l'autre. Je crois que c'est ça qui a un petit peu fait le point de départ. Alors évidemment, il y a beaucoup de bureaux qui sont capables de montrer leur savoir-faire. On a pensé pour certains d'entre eux qu'ils avaient peut-être de la peine à être dans le dialogue, et c'est ce qui nous a amené notamment à ce bureau d'architecture. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter. J'enchaîne avec la deuxième question. Oui, pour le faire ensemble, enfin, on a vu une image, on était dans l'atelier Bonnet, tous autour d'une grande table. On essaye de se voir à un rythme d'environ une fois par mois, tous les bureaux d'architectes ensemble, avec la présence du maître d'ouvrage. Et c'est là où on s'est fixé quelques points. La dernière fois, on avait la façade comme thème principal, et c'est là où c'est intéressant de voir comment chaque bureau réagit. Nous, on arrive avec une maquette peut-être, il y a un autre bureau qui vient avec une image de synthèse, le prochain qui amène juste des échantillons de béton, par exemple, comme on a vu. Mais il y a quand même la discussion qui alimente beaucoup. Donc, pendant ces ateliers où on trouve le chemin commun, après, c'est peut-être pas l'atteinte du béton qui est choisi par tout le monde ensemble, mais peut-être plutôt vraiment un leitmotiv qui nous donne une structure. Peut-être pour compléter, il ne s'agit pas de lisser, c'est-à-dire de trouver des dénominateurs communs et de se dire voilà, on a trouvé le point commun et puis on fait de l'eau tiède avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Au contraire, je pense que c'est simplement d'éviter que l'un veuille crier plus fort que l'autre et que l'un prétende avoir plus raison que l'autre. Mais de laisser l'échange se faire, et souvent
on voit des points communs, mais on est aussi très très heureux de mettre en relief des différences, parce que c'est là où ça devient intéressant. C'est de montrer qu'avec un même sujet, le bleu de l'un n'est pas le même bleu que l'autre, et que l'un va plutôt le forcer, l'autre l'atténuer. Et toutes ces nuances et ces subtilités font la richesse. On peut considérer peut-être, si on regarde l'Assemblée, que tout le monde est habillé d'un peu plus sombre, mais au fond, si on regarde en détail, il n'y a que des différences. Et on prend les coiffures, et on prend le détail du sac des dames, et on prend les boissons, et on voit qu'au fond, dans la finesse, il y a beaucoup de différences. Et c'est beaucoup plus riche de découvrir les différences par strates successives que de se le faire crier à la figure. Voilà. J'allais justement vous poser la question du risque d'uniformité, parce qu'on parlait du risque d'exubérance comme Lyon Confluence, où on a chaque bâtiment un peu plus haut, un peu plus bleu, un peu plus rouge, etc. Là, cette volonté de terrain commun avec une palette de matériaux, des formes, l'horizontalité, etc. Est-ce que l'autre extrême serait de lisser totalement et d'uniformiser le projet? Alors, est-ce que, je ne sais pas, la taille des lots joue peut-être aussi sur ça? On pense, voilà, c'est quand même des lots assez conséquents par architecte, je ne sais plus exactement combien, mais environ 200 logements. Donc il y a une sorte de masse moyenne, disons, assez importante. Est-ce que vous, par exemple, dans vos projets, vous cherchez justement à donner des grands lots à des architectes, ou plutôt une multitude de petits qui vont former un ensemble cohérent? Enfin, je me demande, j'imagine que la question a dû se poser en termes de projet urbain. Il s'est posé à deux niveaux. D'abord, effectivement, on aurait pu se dire on prend 20 architectes parce qu'on a 20 petits morceaux, et puis c'est une sorte de collector d'architecture. Et puis on a un peu pensé au risque de confluence qui, pour nous, on a vu que la deuxième tranche de confluence se fait avec un bureau d'urbanisme qui mène un petit peu une règle pour calmer le jeu. Après, pour être très trivial, gérer 20 bureaux sur un projet où on gérait un, la simplicité du développeur et de l'investisseur a dit prenez-moi un bureau, c'est plus simple, on n'a qu'une personne, c'est fini, et puis on ne se posera pas de questions. Et moi j'ai beaucoup insisté pour dire non, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant à cultiver, qui est de dire on va mettre en tension ces choses-là et on va voir jusqu'où on peut pousser le jeu. Et donc c'était un choix qui était un petit peu entre deux, de dire on ne veut pas une collection, mais jusqu'où peut s'exprimer l'individualité versus la collectivité, c'était un peu la thématique. Voilà. Je peux juste poser une question. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu le passage entre le travail de l'urbaniste, l'image directrice qu'il a créée, et puis le travail des architectes? Parce que je pense que pour ceux qui ne connaissent pas le projet, on ne sait pas vraiment ce que l'urbaniste a laissé aux architectes et comment les architectes ont repris la réflexion de l'urbaniste. Il y a une stratification qui est sous-jacente, qui est justement simplement l'outil légal. C'est qu'on a un plan directeur cantonal, ensuite on passe à un plan directeur communal, et puis on passe au plan localisé de quartier, qui est un outil de planification urbaine, qui est une étape juridique obligatoire, qui, particulièrement à Genève, a sa complexité et sa spécificité, où on va presque très très loin dans la définition du détail des volumétries, voire même des entrées de parking, c'est un peu fou parfois. Et donc à partir de là, il s'agissait de passer à l'étape d'après, de dire bon, on a besoin d'une règle de principe qui est une règle de volumétrie, puisqu'elle nous est imposée par le dispositif juridique. On est obligé de faire un plan de quartier qui, malheureusement, à Genève, fige beaucoup de choses. Heureusement, la réglementation est en train de changer. Là, on a travaillé aussi par un concours d'urbanisme. On a pris 5 bureaux qui, chacun sur la même thématique, est parti sur des itérations différentes. Et on a trouvé effectivement dans une certaine modestie génétique déjà du projet de Pierre et Mireille Bonnet, cette capacité de ne pas confisquer l'image urbaine comme étant une œuvre d'art pour elle-même, mais comme être porteuse de capacité de supporter des différences, et sans oublier qu'on travaille toujours le temps. Un plan de quartier, un quartier de ce type-là,
c'est 15 ans de développement, je dirais 20, même pratiquement entre les premières esquisses et la fin. Alors on peut bien imaginer ce qui se passe en 20 ans quand on développe des constructions et une réalisation. C'est que c'est un système qui doit supporter les changements d'idées, les changements d'opinion, les changements de mentalité, les changements d'économie. Et on a trouvé le projet Bonnet comme étant capable de porter ces attaques ou ces modifications. Donc assez naturellement, la transition s'est faite vers de dire on peut maintenant commencer à faire rentrer dans la danse des mandataires qui vont re-questionner une nouvelle fois le projet et voir si les volumétries imaginées pouvaient elles-mêmes apporter encore un débat supplémentaire. C'est une transition qui se fait en douceur, mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a maintenu l'architecte concepteur du plan, du master plan comme architecte réalisateur d'un des bâtiments, qui est une sorte de filiation, qui est une sorte de suite naturelle malgré tout. Une paternité ou un parrainage. J'avais une question juste pour sortir un tout petit peu du cadre des communaux, parce que vous avez beaucoup parlé de de faire ensemble au-delà des communaux d'Amby. Jacques Spicher, ton bureau, vous êtes beaucoup intéressé au logement. Alors déjà, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une vraie volonté depuis le début de s'intéresser principalement au logement? Et puis je me demande comment... Voilà, on voit que c'est un terrain d'expérimentation, le logement, ça l'a toujours été en architecture, et puis ça l'est particulièrement en ce moment, à Genève en tout cas, on voit les coopératives d'habitation, tous les concours qu'il y a eu récemment, qui sont aussi des imports de modèles qui existaient ailleurs, je dis pas, mais quel est votre rapport à cette expérimentation? Vous faites beaucoup référence au passé, etc. Quel est votre rapport à la conception du logement en tant qu'architecte aujourd'hui? Je pense que tu as partiellement déjà répondu toi-même la question. Enfin, vu que le logement, c'est quand même un des thèmes clés à Genève en ce moment, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Mais après, nous, on n'est pas un bureau qui est uniquement intéressé par le logement. C'est peut-être quelque chose qui se transporte par nos œuvres actuellement ou nos projets actuellement. Mais on a aussi fait des concours pour des musées, pour des théâtres, etc. etc. Malheureusement, on ne les a pas gagnés pour les faire. Peut-être ça suivra. Mais on voit quand même que le logement, enfin, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et on le voit plutôt comme un tissu. Enfin, c'est le logement qui transporte après les bâtiments, qui s'insère dans l'humanisme aussi, qui alimente. Et du coup, par rapport à ça, la modestie, on l'a définit comme une absence de luxe, plutôt quelque chose où il y a peut-être une économie de moyens derrière ça. Est-ce que vous avez une démarche par rapport à ça? Alors, je dirais principalement nos projets actuels du bureau, c'est du logement subventionné. Par le fait d'avoir gagné les concours et décroché les mandats comme ça, du coup, le budget est très très important pour le développement du projet. Et on cherche quand même d'avoir une qualité malgré avoir un budget très très restreint dans l'architecture, notamment dans les façades, dans l'expression du bâtiment. Au final, c'est peut-être ça où on peut mettre encore actuellement une volonté d'architecture. Yeah. Avoir le micro. Tu l'allumes? Tu l'as allumé? Ah non, il est tout coupé en fait. Ah, voilà. Ça va arriver, ça va arriver. Parfait. Bonsoir, Gaël Cochon, architecte. En fait, ce qui m'intéresse effectivement, c'est le rapport à cette instabilité. Je ne suis pas encore tout à fait satisfait, ou alors le débat est déjà clos. Vous dites en gros, le consensus suisse répond à l'instabilité. J'ai l'impression de ce que vous dites, on a des plans, etc. Ça prend du temps, on détermine des règles horizontales, du béton, du bois, et on a trouvé la règle pour être stable avec quelque chose qui va trouver cette règle commune qui permettra d'avoir un tissu, des constructions qui seront adaptées à l'environnement. Alors dans ce cas-là, soyons fiers d'être suisses. Nous avons un système politique, une manière de fonctionner qui garantit cette stabilité. Très bien, plus de débat. Mais est-ce que cette stabilité est satisfaisante quand vous dites 15 à 20 ans pour des processus?
Je ne sais pas, peut-être que est-ce qu'on doit se satisfaire de cette stabilité. En tout cas, j'aimerais vous entendre un petit peu plus offensif sur cette question, c'est-à-dire de dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qui est à chercher en fait dans ces processus. Par exemple, la filiation ou le parrainage d'un architecte qui a fait le concept directeur, le master plan, qui se retrouve à faire un bâtiment, ça a quel sens en fait? Parce que, voilà, est-ce qu'il doit pouvoir faire son petit objet en même temps que les autres, ou est-ce que, au contraire, c'est le garant justement de quelle manière, en fait, le fait de réaliser une partie de l'ensemble peut participer en fait, à la cohérence ou à la stabilité du tout, au-delà d'avoir fait des fenêtres en bois et du béton préfabriqué. Je pourrais répondre à la question le jour où on aura fini le projet, parce que en fait c'est un processus qui s'est mis en place, non pas comme une conviction qui était un point de départ, en disant ben voilà la stabilité, on a clos le débat dès le départ, on va le faire comme ça. C'est un processus itératif où à chaque étape on se dit mais est-ce que finalement c'est intéressant de procéder comme ça? On n'est pas parti il y a 10 ans, parce que c'est à peu près il y a 10 ans qu'on a commencé ce travail sur ce périmètre-là, en se disant on va faire comme ça, et puis ça c'est la recette miracle, et puis ensuite on n'aura plus qu'à, comme des petits pains, le répéter et le distribuer. Non, je pense que c'est quelque chose qui est né de l'échange aussi des interlocuteurs qui étaient là, et de dire est-ce que finalement on a envie de ça? Est-ce qu'on se sent à l'aise dans ce processus? Est-ce qu'on a l'impression que l'on contribue à une possible solution? Fort heureusement, et en toute modestie, on ne se dit pas que c'est la recette. Et on est très très heureux d'avoir au contraire des débats et des propositions qui sont l'entièreté de l'opposition de ça. Le Flon, un exemple qu'on peut reprendre qui dit autre chose. Donc on ne peut pas, de loin pas, on n'a aucune prétention par rapport à cela de dire que c'est une solution qu'il faut la répéter. En tout cas, c'est une expérience. Et puis dans cette expérience-là, on s'est rendu compte que c'était une échelle qui est, voilà, c'est assez peu fréquent qu'on ait une échelle aussi grande à traiter. 38 hectares, 2500, 3000 logements. C'est un point d'interrogation. Puis effectivement, on est en Suisse, alors la production de logements, la production de quartiers, aussi à Lausanne, il y a des grands projets qu'il faut produire, etc., qui prennent du temps. Faut se rassurer, ailleurs, c'est pas forcément beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup de paroles, mais quand on voit dans les faits, c'est pas plus rapide vraiment que le bon compromis suisse qui amène à cela. Ça ne répond pas à la question, parce que je pense qu'on ne peut pas répondre aujourd'hui en disant c'est la solution, c'est une expérimentation. Ouais. Moi je rebondis sur la question de Gaël pour vous poser plus généralement la question du rôle de l'architecte, enfin du lien entre architecte et urbaniste. Est-ce que vous pensez que l'architecte doit se saisir des documents de planification, juste pour donner mon expérience personnelle, aujourd'hui je suis architecte, mais je ne fais plus que de la planification et de l'urbanisme. J'ai arrêté de dessiner des bâtiments. Et je me demande si, est-ce que on doit dissocier les deux? Typiquement, Jacques Spicher, je ne crois pas que vous fassiez beaucoup de planification, vous avez participé à des MEP, vous avez participé à des études urbaines, mais vous ne prenez pas à bras le corps les règlements d'urbanisme, les documents de planification, etc. Vous faites votre partie du job après, disons, ou autrement. Comment est-ce que vous voyez cette évolution des rôles, peut-être, s'il y en a une, entre l'urbaniste, l'architecte, et comment l'architecte arrive à impliquer toutes ces idées sur la ville dans l'urbanisme, à travers ces bâtiments ou à travers autre chose? Alors, on a quelques projets d'urbanisme aussi qui sont pas connus parce qu'ils sont pas publiés, ils sont pas cuits, mais on est en train de travailler ici dans une autre échelle. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense, pour essayer de répondre à la question, il y a quand même aussi, à travers des jurys d'architectes, par des concours, un moyen d'architecte de contrôler la ville d'une façon ou une autre. C'est clair qu'après nous, si on fait un concours, on a la parcelle, on a peut-être la stratégie urbaine à réfléchir, mais c'est difficile de travailler
à l'extérieur de la ou de ce périmètre. Par contre, je pense à travers des concours SIA notamment ou des MEP, il y a peut-être ceux qui font partie du jury qui ont quand même, si en tant d'architecte, une influence sur l'évolution urbaine. Je sais pas si... Ouais, non, mais à peu près, ouais, je vois en tout cas. C'est bon, Gaël. Est-ce que t'as encore... Est-ce que t'es rassasié des réponses? Un petit peu. Un petit peu. Mais justement, alors, c'est en fait avec Jean-Paul qu'on en avait discuté auparavant, mais il nous disait que pour lui, n'importe quel plan d'urbanisme est forcément imparfait, comme Oui. peut-être un bâtiment d'architecture, mais en tout cas, est-ce que on peut, et comment on peut accepter l'imperfection d'un plan d'urbanisme pour en faire ce vers quoi vous voulez arriver, qui est pour moi une espèce de juste milieu entre Lyon-Confluence et puis l'uniformité totale des projets. Comment est-ce qu'on travaille justement avec ces incertitudes du plan urbain, le fait qu'on n'a pas forcément tous les programmes, tous les acteurs, etc. etc. Comment est-ce qu'on construit un projet d'architecture dont vous dites dans le dernier concours de logement que vous avez gagné à Genève, rue des Saules, ou les Saules, pour la Coda, vous dites l'identité d'un bâtiment est essentielle au sentiment d'appartenance qu'il peut procurer. Donc vous parlez d'une certaine manière d'identité forte et en même temps vous prônez l'anonymat urbain, ou en tout cas c'est comme ça qu'on peut lire certains de vos bâtiments qui se fondent complètement dans le paysage. Donc ma question c'est déjà, est-ce que ces deux notions d'identité et d'uniformité totale sont contradictoires, et comment vous faites pour intégrer ça dans un projet d'urbanisme qui est très flou, dont on ne connaît pas les données forcément tout de suite. Je nous disais tout à l'heure que le nombre de logements changeait à peu près tous les jours dans votre projet au Comino d'Ambilly ou dans d'autres projets. enfin, dans une petite échelle. Ouais. Il y a... Un peu moins ces jours-ci. On arrive à être plus stable maintenant. Pour répondre à la question des Saules, peut-être de l'identité d'un bâtiment et en même temps d'être dans un tissu urbain et de ne pas provoquer peut-être. On a une vision je crois que c'est Auguste Perret qui disait que pour lui la plus grande œuvre c'est de construire un bâtiment et d'avoir l'impression qu'il a toujours été là. Et en effet, à la rue du Cendrier qu'on a construit à Genève, on a vu une image tout à l'heure, il y avait une habitante de quartier qui voyait Lionel Spicher, l'architecte, et qui lui disait ouais, il est nouveau ce bâtiment. Je me demandais quand il a été construit parce que, en effet, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Et je pense que ça, c'est une des réponses sur la question que tu as posée sur les Saules. Et l'autre, c'est quand même d'avoir une identité claire du bâtiment. Enfin, je fais peut-être référence aussi à Gênes, la rue qu'on avait vue, avec les palais qui sont tous différents, mais qui uniforment quand même l'ensemble. Ouais. Est-ce que une manière de répondre à l'instabilité, finalement, c'est de travailler la question de la typologie, les rues milanaises, vous montrez les ambiances urbaines, c'est d'utiliser quelque chose de connu, un modèle connu, de l'affiner. Est-ce que c'est quelque chose qui est central dans votre travail ou dans la création d'un quartier comme ça, l'idée de reprendre quelque chose qui a déjà été éprouvé, ou de la création d'une nouvelle typologie? Pour les communaux d'Ambilly. En général, dans votre travail, on a l'impression qu'il y a c'est une notion qui est sous-jacente, qui est assez forte. Alors je pense que nous, on a à travers tous les projets qu'on fait une espèce de recherche typologique et aussi dans la façade qui se reproduit toujours avec enfin, je pense qu'on voit une similarité de nos projets. Il n'y a pas tous les projets qui sont différents que d'autres bureaux font ça, mais on a plutôt un postulat de retravailler peut-être même les mêmes détails d'un projet à un autre, mais le projet n'a rien à voir lui-même avec l'autre. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'influence en fait là-dessus, mais je ne sais pas répondre à la question en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon je vous propose, vu que le temps avance, j'ai peut-être juste une transition question qui... Ah, bah oui. Non, il y a juste un petit truc qui me gêne, c'est que
Depuis le début, on parle en fait de stabilité, c'est un bâtiment qui dialogue avec un autre bâtiment. Et en fait, on ne parle pas beaucoup dans la colonologie et puis l'image qu'on a ici, voilà, faire peur et tout à ce qui se passe entre deux en fait. Notamment dans une parcelle comme Montvilly, on a Cédorchamps, on a la Séma aussi qui passe derrière, cette rivière aussi. Et c'est un peu cette vision un peu plus globale aussi qu'on a. Enfin, qu'est-ce qui fait cette stabilité? Est-ce que c'est un bâtiment plus un bâtiment plus un bâtiment, ou est-ce qu'il y a une recherche un peu sur l'entre-deux en fait? Peut-être On n'a pas trop évoqué en fait. Merci beaucoup pour cette question. C'était la remarque que je voulais faire en complément. C'est qu'en fait, quand on parle d'urbanisme, on voit toujours les choses sur les volumes que l'on met. Mais en fait, c'est d'abord ce qu'il y a entre les volumétries qui est le plus important. C'est l'espace public, c'est le lieu où on se rencontre, les lieux où on perd quelques minutes pour discuter avec son voisin, l'endroit où les enfants vont jouer, l'endroit où on va se donner le premier baiser entre adolescents. Toutes ces histoires de la vie qui font que tout d'un coup on donne une identité à un lieu, on lui donne une histoire, et son histoire elle s'écrit dans le temps. Et en fait, quand on parle d'urbanisme, et là, en tant qu'architecte urbaniste, il faut être vraiment très très modeste. Il y a toutes les autres disciplines qui vont autour de l'urbanisme, au sens du dessin, du master plan, qui sont là, la sociologie, l'économie, la question de la qualité artistique du lieu, l'espace arboré, la biodiversité, et j'en passe. Et c'est toute cette stratification de connaissances et de disciplines qui font la ville. La ville, elle est faite parce que les gens la vivent, c'est parce qu'il y a des gens vivants qui la. On pourrait rajouter des cinéastes aussi pour dire voilà comment on va vivre la ville. Donc il faut avoir conscience que le bâtiment et l'architecture n'est qu'une toute petite composante modeste de ce tout. Et que surtout on doit être extrêmement modeste face à ce qu'on planifie, parce que les utilisateurs nous racontent toujours une autre histoire, et surtout 1001 autres écritures de cette lecture de la ville qui ne sont même pas celles qu'on aurait imaginées. Et ça, je trouve très très intéressant de rester très en retrait avec ça, parce qu'on essaye de faire quelque chose en espérant que les gens vont le vivre ou l'utiliser comme on l'imagine, et on pourrait donner un tableau noir et une craie à chacun des habitants, et on aurait 1000 écritures comme 1000 habitants. Et ce que vous dites est extrêmement important. L'espace entre, in between, c'est le lieu de la ville. Ce qui se passe derrière les murs, voilà, c'est une deuxième écriture. On a travaillé d'abord aussi avec une sociologue de l'urbanisme, avec des éclairagistes urbains, avec des paysagistes, avec une démarche artistique, parce qu'on sait qu'on ne peut pas rester dans notre tour d'ivoire de grands penseurs ni investisseurs, et surtout pas investisseurs. Moi j'avais une question pour rebondir un peu sur la notion d'héritage, parce qu'en fait je me demandais, est-ce que cette commune du coup voit cette augmentation de population et les bâtiments attenants comme une partie dont elle pourra jouir, et je sais pas, peut-être aussi revoir un héritage plus lourd, je sais pas vraiment quel est le contexte de la commune, mais imaginons par exemple qu'il y ait un contexte de villa, est-ce qu'il y a une possibilité de prise d'une telle intervention pour rattraper quelque chose qui ne s'est pas fait pendant cette fin du XXe siècle, et puis aussi qui sont ces habitants, est-ce que c'est des jeunes voix ou est-ce que c'est des habitants de la commune, Un des premiers enjeux dès le départ du projet, tout le monde voyait les grands bâtiments qui vont se construire à côté des petites maisons. Là, c'était le cataclysme politique local, c'est halte au béton, au secours, on va nous envahir avec plein d'habitants et de gens qui viennent d'on ne sait où, on n'est plus chez nous. C'est clair, dans les communes, on a un petit peu cette réaction et c'est naturel. La première des choses que l'on a faites, au-delà de la question du projet d'urbanisme, ça a été le projet d'aménagement des espaces publics. On a mené tout à fait parallèlement un master plan sur les 38 hectares d'aménagement et de couture avec le territoire voisin pour faire en sorte que, justement, ce ne soit pas quelque chose qui est parachuté au milieu d'autre chose et que ça devienne peut-être une nouvelle centralité qui amène, je dirais, tout ce qui est alentour à en profiter pleinement. Donc ce qu'on a vu maintenant avec les habitants, c'est que pour la plupart, ils se sont dit, tiens, ça va être un plus pour nous, parce qu'il va y avoir un commerce, parce qu'il va y avoir un bus, parce qu'il va y avoir des parcs, parce qu'il va y avoir des promenades,
etc. Donc, mais on a fait un énorme travail de couture avec cela. Et c'était important de le faire dans un processus participatif, aussi avec les collectivités politiques, pour faire tomber ces a priori, les on-dit, et ça c'était très très important. Donc on est aussi dans la médiation au-delà de l'architecture, c'est la médiation avec la population, la médiation avec les autorités. Et puis voilà, avec démocratie, les Grecs ont inventé le mot démagogie. Et c'est compliqué de faire tomber la démagogie et laisser passer la démocratie. C'est un travail aussi. Que ce soit là ou que ce soit dans tous les projets que l'on fait, on en fait aussi à Lausanne, on en fait aussi sur le canton du Valais, les problèmes sont les mêmes partout. Au fond, beaucoup de débats importants. Est-ce que pour atteindre cette démocratie, on doit passer par des démarches participatives? Parce que vous parlez beaucoup de mettre au cœur du projet les habitants. On parle ici aussi du contexte, donc les habitants existants des quartiers voisins. Donc on voit bien que la médiation, c'est possible avec les habitants qui habitent à côté pour leur montrer que finalement il y aura des plus-values pour eux, qui ne vont pas perdre au change entre un grand champ et une place de quartier animé. Mais comment vous faites pour mettre au cœur du quartier les futurs habitants? Vous avez déjà en vue et puis vous en avez intégré certains dans une démarche participative. Enfin, comment vous pensez répondre et comment vous faites pour répondre à leurs envies et assurer finalement l'appropriation des espaces publics et l'animation du quartier en fait? Le processus participatif, il est à certaines échelles. Si on a les futurs habitants, oui, on peut, notamment dans des coopératives participatives, on peut faire ça. Et moi-même, j'ai la chance de présider des coopératives, donc je sais à quel point c'est possible de travailler avec les gens qui sont les futurs utilisateurs préexistants. Et quand on crée un quartier pour 6 000 habitants, on ne sait pas vraiment qui va être là, et puis surtout, ils vont venir. Ce qui est surtout important, c'est que les habitants existants, déjà préexistants dans le quartier, puissent comprendre, en les amenant à saisir la teneur du processus, que ça peut être un plus pour eux par rapport à avant. Avant, c'était un champ de blé, ou de betterave, ou de maïs, et puis on ne pouvait rien y faire. Avec, sans penser, on dit toujours que la zone agricole, c'est une zone verte, mais enfin, on y met des pesticides et des produits. De temps en temps, il vaut mieux fermer les fenêtres. Hein, c'est une grande zone industrielle, en réalité. Les zones vertes, je dis ça par provocation, mais voilà. Si on est dans les grisons, il y a 60% des agriculteurs qui sont bio, je peux dire, bon d'accord, on peut s'y promener, il n'y a pas trop de pesticides. Mais là, il y a des villas, puis à côté, il y a une zone industrielle agricole, puis là, on va remplacer par peut-être un petit peu autre chose. Donc, selon comment on présente les choses, comment on les explique, on peut amener à comprendre que la mutation de la ville est positive. C'est aussi une question de mobilité, c'est aussi une question intergénérationnelle. Les enjeux sont énormes, et là on est complètement en dehors du débat de l'urbaniste ou de l'architecte. Mais tout ça, comme développeur, il faut le porter, et il faut vraiment l'amener dans la culture de vos métiers d'architecte, parce que sinon on n'arrive pas à être en contact. Alors on voit que la singularité de l'architecture ou la modestie de l'image architecturale, elle devient qu'une petite partie de la préoccupation globaliste, de l'urbanisation. Désolé. Par rapport à ça, parce qu'il faut aussi vendre ces appartements. Donc vous devez aussi répondre à certains profils d'habitants, répondre à leurs besoins, à leurs envies. Donc finalement, on voit que le rôle de l'architecte, parfois, il est assez restreint parce que le promoteur a ciblé un certain public. Et finalement, le travail de l'architecte doit mettre en œuvre des réponses pour ce public. Et c'est parfois triste, mais c'est aussi au détriment d'autres choses qu'on aurait aimé développer, notamment la vie de quartier, qui est parfois difficile. Alors, le rôle de l'architecte, moi, j'ai un grand questionnement parce qu'on voudrait faire évoluer les modes de vie, on voudrait faire évoluer certaines façons de vivre, vraiment, et finalement, on doit quand même répondre à cette problématique qui est la vente des appartements et la réussite de l'opération, et on est toujours quand même dans un dialogue. Alors, si je peux juste compléter la question, parce que j'allais poser un peu la même, pour aussi faire le lien avec ce qu'on disait sur les espaces publics, c'est le déterminisme tant du promoteur que de l'architecte. Est-ce qu'on doit tout déterminer dans le logement? Est-ce qu'on doit tout déterminer dans les espaces publics pour gérer l'appropriation est-ce que ça va à l'encontre d'une appropriation facile, à la fois des appartements, etc. Je pense à un exemple bien connu, mais qui est en train de grandir, comme ça, l'exemple de Patrick Bouchin, qui dit en tant que maître d'ouvrage et architecte
qu'ils livrent des appartements quasiment bruts et plus un budget. Alors soit ce budget-là il est alloué pour un architecte et on construit, il accompagne les futurs habitants, soit on laisse et puis c'est eux qui feront les travaux, etc. Est-ce que vous, en tant que commercialisateur aussi d'appartements, et puis vous en tant qu'architecte, comment vous reprenez ces questions est-ce que vous déterminez tout? Est-ce que je repense juste aux références que vous avez mis pour la coda, qui étaient beaucoup d'images du peintre Amersheuil, qui sont les espaces les plus purs possibles, d'une certaine manière, juste une chaise dans un coin, et puis le minimalisme presque... il était très en avance, disons, sur son temps pour ça. Est-ce que c'est ça comment vous gérez la limite entre le déterminisme de l'architecture et l'appropriation facilitée pour les habitants? Alors je pense que si tu fais référence aux images de ça, ou nos images pour le concours, c'est peut-être il faut faire abstraction déjà à qui est-ce qu'on présente le projet. Vu que le projet a été fait pour un jury d'architectes, c'est quand même un langage un peu différent, comme si c'est une pré-commercialisation et une commercialisation où on cherche un... Oui, ah oui. C'est mieux comme ça, il marche. Alors je disais juste il faut faire abstraction à qui est-ce qu'on présente le projet. Le projet d'un concours d'architecture, il s'adresse à des experts qui n'ont peut-être pas besoin de fleurs dans les espaces, à mon avis. Par contre, si on veut vendre un appartement à un client, forcément, il faut qu'il y ait des tapis, des jouets, des bébés, enfin, beaucoup plus d'ambiance dedans. Donc, je pense que ça, c'est déjà quelque chose pour la référence. Après, nous, on n'est pas obsédé à donner vraiment une affectation à chaque espace. Effectivement, c'est quelque chose qu'on se pose souvent quand on dessine des plans. Est-ce que la chambre, elle sera vraiment utilisée comme chambre? Est-ce que ça va être le salon? Est-ce que le salon se transforme en chambre, etc. Comment est-ce qu'on peut essayer de créer des logements qui sont libres avec les contraintes de l'office de logement qu'on a à Genève? Je ne sais pas si ces contraintes sont connues à Lausanne, qui sont vraiment des règles de jeu qui sont assez difficiles à interpréter, je dirais. Peut-être un complément pour répondre à la question. Merci beaucoup pour la question. Je disais en préambule, fort heureusement, les architectes sont indomptables. Et grâce à ça, quelles que soient les contraintes qu'on leur met, ils ont une capacité à rebondir et en étant créatifs à amener quelque chose de plus malgré tout. De l'autre côté, de façon très triviale, c'est vrai que quand on a une famille qui arrive et qui dit ben voilà, j'ai un budget de 500 000, 600 000, 700 000 francs pour acheter, et puis qu'on a une autorité qui nous dit voilà quel est le cadre budgétaire, voilà quelles sont les surfaces brutes de plancher et nettes, habitables que vous devez utiliser, et c'est la règle et c'est la norme, même le développeur lui-même se retrouve avec 50 contraintes, et plus encore que celles de l'architecte, et doit essayer dans cet espace-là de pousser les murs et dire bon ok, on se laisse quand même un champ de créativité et de liberté qu'il faut essayer d'exploiter. Alors, si on ne faisait pas ce travail de développeur pour réunir les conditions de faisabilité d'une construction, on n'aurait même pas l'opportunité de choisir un architecte pour lui donner la chance, avec toutes ces contraintes, d'essayer d'en faire quelque chose. Alors, le rôle peut-être qu'on peut avoir comme développeur, c'est tenter de pousser au maximum tous les murs qui ont tendance à contrer le processus de projetation, laisser de la place tant que faire se peut aux architectes et leur demander d'être encore plus créatifs par rapport à ça, tout en sachant que malheureusement pour nous ou heureusement pour nous, l'utilisateur final quand il achète, lui il n'est pas architecte, hein. Et puis il arrive avec son catalogue de demandes en disant moi je veux la chambre comme ça, je veux la cuisine comme ça, je veux le truc comme ça, puis on dit mais vous savez il y a peut-être une façon un peu différente d'habiter. Ah non, moi je veux absolument ce dans quoi j'ai eu l'habitude de vivre. Alors peut-être que pour changer tout ça, il faut produire de l'architecture qui amène une culture architecturale différente, une façon de vivre différente pour que les gens commencent à demander autre chose. Et ça, c'est aussi un énorme travail du côté du politique que d'être exigeant de ce point de vue-là et de promouvoir une façon d'habiter différente. On parlait de coopérative tout à l'heure,
d'habitat groupé, de logement estudiantin, de colocation, de toutes les formes, je dirais, de vivre ensemble. On ne revient même pas à l'architecture, la forme de vivre ensemble qui permet d'ouvrir des créativités. Mais on a aussi du côté des utilisateurs, des gens qui sont frileux. Et c'est parfois un petit peu effrayant même pour le développeur qui veut aller plus loin, de se dire finalement je ne suis même pas compris en faisant cet effort-là. Et c'est pas seulement ce point de vue. Nous on essaye en tout cas de pousser les murs tant que faire se peut, c'est pas avec beaucoup d'envie. Merci. Je vous propose de passer à une deuxième phase. On ne peut pas malheureusement continuer trop longtemps cette discussion-là, mais elle va se prolonger autrement. Alors, je laisse la parole, Nicolas. Voilà. Donc moi je vais vous parler un peu de différents projets de manière assez simple et assez succincte. C'est peut-être pas tout à fait les projets qu'on a l'habitude de voir, c'est pour ça que je les ai choisis. Je voulais juste dire deux mots sur notre bureau qui peut-être intrigue mais suscite de l'intérêt à la fois. Donc on dit effectivement que c'est le plus grand bureau de Suisse, plus de 300 collaborateurs répartis dans 5 bureaux dans chaque ville suisse. Donc ce qui est vrai, ce qui est tout à fait juste. Mais il faut aussi peut-être décrire un peu mieux le bureau. Je pense que ça c'est intéressant, c'est une structure assez unique qui effectivement a plusieurs sièges, mais qui fonctionne ensuite de manière très autonome. Donc ces 5 bureaux sont dirigés par un partenaire chaque fois, et chaque bureau constitue une entité de entre 50 et 80 personnes, et permet d'avoir un fonctionnement relativement, entre guillemets, traditionnel. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose assez intéressante concernant le bureau, c'est le fait qu'il ne soit pas personnifié par un ou 2 ou 3 associés. Disons que la raison sociale a subsisté à son créateur. Donc, c'est effectivement un bureau qui a plus de 60 ans. Il n'y a plus du tout de Burkhardt au bureau. Donc le témoin était déjà passé à plusieurs reprises, et donc c'est les associés et supporté par les nombreux collaborateurs qui font en fait la culture du bureau, de la société. Et ça c'est assez intéressant parce qu'en fait ça paraît un peu anodin, mais ça laisse beaucoup de place à l'émergence de réflexion de la part de tous les collaborateurs, et de prise de responsabilité aussi de la part de beaucoup de personnes qui se sentent cette envie. Et donc on n'est pas confronté à une sorte de mainmise d'un patron qui va faire un croquis et qui va demander son dessin au propre à son collaborateur. Alors, ça c'est peut-être une particularité, on pourra y revenir dessus, mais c'est effectivement un des atouts, un des intérêts, une des qualités de ce bureau. Alors effectivement ça forme un super outil de travail, c'est un formidable outil de travail ultra performant, avec des compétences multiples, une mise en réseau des différents bureaux, des différentes compétences, etc., un échange de collaborateurs dans la Suisse. Mais en même temps, c'est un outil de travail qui doit être constamment rééquilibré. Et c'est effectivement, rien n'est complètement, rien n'est très stable, et les choses vont vite. On travaille sur beaucoup de projets en même temps. Et donc, il faut d'autant plus être vigilant sur le produit qu'on va créer, sur les architectures qui vont être produites. Donc voilà, un outil intéressant qui effectivement doit être rééquilibré aussi tout le temps. Donc on se pose aussi beaucoup de questions sur le fonctionnement d'une telle structure. Voilà, donc je vais vous présenter le
projet. Donc c'est une série de projets qui se succèdent, qui montrent différents types de programmes, différentes échelles et aussi différentes temporalités, parce que certains vont très vite, d'autres prennent beaucoup de temps. Donc le premier exemple, le premier projet, c'est un concours pour l'hôpital Rivière à Chablais que nous avons réalisé il y a quelques années. C'est donc un programme hospitalier donc, qui vient s'implanter dans une plaine, comme ça, à l'entrée du Valais, entre le Vaud et Valais, qui bénéficie de grands dégagements paysagers assez phénoménaux. Donc d'un côté, il y a le Valais avec ses sommets, avec les aiguilles du Midi. De l'autre côté, il y a la plaine du Léman. Et donc, c'est ces grandes entités paysagères qui vont constituer qui est le contexte, qui sont le contexte du nouvel hôpital. L'environnement bâti est quasiment inexistant, donc il y a évidemment les axes autoroutiers qui sont forts, il y a une zone industrielle sur la gauche, il y a des champs sur la droite, et puis des tout petits villages de toutes petites maisons qui ne sont pas du tout à l'échelle de l'infrastructure qui va prendre place à cet endroit. Donc c'est véritablement plus, c'est un bâtiment qui va plus dialoguer avec la dimension paysagère que directement le contexte bâti avoisinant. Donc ensuite on a, donc par rapport à cette échelle qui est assez étonnante quand on commence à la mettre en place sur le site, on est confronté à toutes sortes de questions, donc de programmatique, technique, de liens entre différents services qui sont archi complexes, énormément de flux qui doivent être dissociés, qui doivent être réglés, qui doivent être contrôlés. Il y a c'est vraiment assez intéressant d'imaginer construire une sorte de ville finalement dans un champ, parce que quand on voit le plan, on a l'impression que c'est une ville avec des maisons, avec des rues, avec des places, avec des cours. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de développer, puisque on est réellement dans l'échelle d'une petite ville. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que c'est un organisme à construire. On doit le prévoir pour qu'il fonctionne, pour qu'il réponde à toutes les exigences hyper techniques, mais on doit aussi imaginer qu'il prenne place dans son site et qu'il donne l'impression aussi d'avoir peut-être été là avant, de s'intégrer dans son site, et puis de permettre aussi son agrandissement, ce qui est assez étrange comme idée, mais un hôpital, c'est vraiment un organisme qui doit être prévu pour croître davantage. Toutes les cités hospitalières sont formées de façon additive, donc qui doivent permettre de grandir au nord, de grandir à l'est et à l'ouest. C'est pour ça que ce plan se constitue de bandes parallèles qui sont jointes ou qui sont disjointes, qui sont reliées à travers des cours qui permettent de donner la lumière et la lumière aux différents locaux, et puis qui peut croître aussi bien en rallongeant un service ou l'autre, donc ces barres peuvent s'allonger pour les besoins futurs, ou bien croître du nord au sud. C'est un projet qui ne va pas se réaliser. Celui-ci est un autre projet hospitalier, puisqu'il s'agit des laboratoires des hôpitaux universitaires de Genève que nous venons de terminer. C'est donc lui un bâtiment qui vient se greffer sur une cité hospitalière construite, historique en partie. Le bâtiment que vous voyez vient se rattacher au bâtiment historique juste à côté. On voit que le programme n'est pas du tout le même, et donc la volumétrie est très différente du bâtiment historique, mais par contre elle va commencer à dialoguer avec l'espace libre à proximité, et aussi plutôt avec les grands gabarits des bâtiments des années 60, les bâtiments des lits et d'appui qu'on voit en fait à l'arrière du bâtiment. Donc en fait ici, ce qui est intéressant, on ne voit pas
on voit pas le plan, mais c'est la volumétrie, donc voilà, cherche à dialoguer avec l'ensemble de la cité. À l'intérieur, on a un espace très ouvert, c'est-à-dire que finalement le plan est donné par le concept technique du flux, ce qui est assez intéressant comme réflexion, même si c'est pas très architectonique. C'est intéressant parce qu'en fait, de trouver une solution qui devient architecturale, mais à partir de contraintes tellement fortes qui sont la gestion de ces flux, et d'arriver à donner une expression à ces espaces, mais aussi à sa volumétrie par rapport au quartier. Alors là, c'est un défi qui est assez différent voilà, du logement ou d'autres programmes qui ont plus peut-être d'interaction avec le contexte immédiat, qui sont plus connus aussi, plus familiers. Donc là, on se trouve dans un autre type de programme. Je vous montrerai vraiment très succinctement les choses. Le plan s'organise avec un espace central de laboratoire, des gaines techniques qui viennent desservir ces laboratoires, et de part et d'autre, il y a les services et des espaces qui sont très différents, beaucoup plus habités en fait que ce centre, qui contiennent les salles de réunion et tous les services pour les laboratoires. Le projet suivant est un projet récent qu'on a dessiné pour la commune de Prangin. C'est un projet urbain d'un développement d'une zone périphérique. Bon, Prangin est déjà une sorte de périphérie. Enfin, c'est un petit village en fait qui a une grande zone de villas, qui a une zone industrielle, qui a un tissu très hétérogène, mais très peu urbain, donc très ponctuel comme ça. Et sur cette grande parcelle, il s'agissait de développer un projet de logement avec une grande mixité de logements et aussi des commerces, quelques commerces et quelques bureaux. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une volonté d'y placer plusieurs types de programmes de logement différents. Donc il y avait des logements familiaux, il y avait de la PPE, il y avait des logements pour seniors et des logements pour étudiants. Donc chaque fois, on est toujours dans le logement, mais c'est chaque fois des histoires différentes, chaque fois des façons d'habiter différentes. Et on a proposé en fait de faire un quartier qui est constitué de grandes maisons à cour, qui prend des tailles différentes, des échelles un peu différentes, et toujours qui sont organisées par cette cour centrale, qui elle-même, et qui chaque fois va prendre un type différent en fonction du programme. Donc les étudiants et les seniors auront des cours très ouverts qui seront directement accessibles, très publics, donc très vivantes, bruyantes également. Et puis les maisons à cours de famille vont être plus fermées, leurs accès se font par des cages d'escalier traversantes, et leur usage est destiné essentiellement à leurs propres habitants. Ensuite, on a les PPE qui, elles, sont encore plus individualistes, avec des cours qui deviennent des atriums, etc. Bon, un tissu urbain qui est pensé aussi de manière très ouverte pour avoir un espace public qui se décline en différents programmes de paysagers, avec des potagers, avec des vergers, avec des places, avec une place centrale qu'on aperçoit sur cette image. Et puis, mais une grande ouverture et une grande latitude. C'est un projet qui est prévu pour être repris par un plan de quartier. Donc, à l'issue de ce projet, un mandat de plan de quartier va être donné à un urbaniste. Il devrait reprendre cette image. Donc, c'est en fait un projet urbain, mais qui va plus loin, qui teste déjà, qui va assez loin dans le test des typologies et des affectations, mais qui va être ensuite repris. Donc bon, c'est un thème intéressant par rapport au degré de définition du projet urbain, jusqu'où il doit aller. Ici, on a travaillé vraiment sur l'idée du bâtiment à cour, qui prévoit un espace très libre
d'un espace public et avec différents degrés de privacité, mais après, l'architecture est laissée de manière très libre aux architectes, en espérant avoir des bons architectes qui nous font pas chaque fois des sortes de démonstrations de ce qu'ils savent faire. Rapidement, le projet suivant est un projet très modeste. Il s'agit d'une parcelle de 35 hectares, c'est à peu près communaux d'Ambigny. C'est la rénovation du Palais des Nations à Genève. Donc, l'ancien bâtiment de la SDN, donc un bâtiment avec une symbolique très forte, un bâtiment immense qu'on nous a demandé de rénover, de transformer en partie, et puis d'agrandir pour aussi créer un nouveau bâtiment pour recevoir d'autres parties d'organisation. Voilà juste l'exemple d'un projet qui est assez pharaonique, qui contient effectivement 3000 travailleurs, les distances sont gigantesques. On a environ 5 km de couloirs, de corridors de distribution. Le linéaire de façade fait presque 2 km. Donc c'est une échelle qui est assez délirante. En même temps, on a un objet qui est tellement fort, tellement puissant, et avec une symbolique tellement forte que tout ce qu'on va faire, ça va être être très modeste par rapport à cette force qui est là. Donc voilà, les façades seront quasiment pas touchées, on va travailler plutôt à l'intérieur. On est vraiment au début de l'étude, mais c'est une étude qui va très vite. Donc ça qui est aussi un paradoxe entre la vitesse des plannings demandés par le maître de l'ouvrage et la nécessité de devoir s'y plier, mais en 4 mois on devrait boucler l'avant-projet, le projet. Donc, un projet pareil, ça paraît mission difficile. Et voilà, c'est aussi peut-être, on n'est pas là le seul bureau, on est 2 bureaux associés, c'est peut-être la nécessité et l'intérêt de mettre les forces en commun pour arriver à faire ce genre de choses. Oui, on voit aussi juste après, le travail a commencé par un relevé complet du bâtiment, donc un relevé physique, pièce par pièce, de tous les espaces et de toutes les façades, et la construction d'un modèle numérique de ce relevé architectural, qui sera en fait la base de notre travail. Le projet suivant, c'est un projet qui, lui, est totalement urbain, puisqu'il se situe dans le centre-ville de Genève. C'est un projet de rénovation aussi, qui se situe à la fin des grandes rues commerçantes dans le centre-ville de Genève, et juste avant d'arriver dans le quartier dit des Banques. Donc c'est un quartier 19e, qui est très caractérisé par l'implantation des grands sièges et des grandes banques suisses. Ici, il s'agit de la transformation d'un bâtiment pour le Crédit Suisse, dans lequel on va se limiter à créer des espaces de travail, des espaces de travail confortables qui correspondent au confort et aux besoins d'espaces de travail actuels, donc plutôt des open space qui sont combinés avec des espaces de séance et de travail plus petits. Et puis le travail sur la façade. Actuellement, la façade est une grille qui est complètement une grille donc moderniste, qui date des années 70, un bâtiment des années 70, qui est très qui dit pas grand chose, qui est très neutre. On va la remplacer, et on va remplacer les pierres qui recouvrent cette grille par une architecture de béton, des monos de béton qui descendent jusqu'au sol, et des traverses qui sont légèrement en retrait aussi en béton. Voilà, c'est un peu de retravailler cette façade en fonction de ce contexte historique, 19e,
sur la droite, derrière, devant le tissu de la vieille ville qui est juste derrière et qui donne sur le Rhône. Donc un travail plutôt de rapport, de réflexion attentive sur le contexte, plus que d'expression forte de la présence bancaire à cet endroit. Ah oui, encore un projet assez différent et d'une toute autre échelle. C'est le projet de l'ambassade de Suisse à Séoul. C'est un concours qu'on a gagné il y a maintenant 2 ans, je crois, qu'on va réaliser, dont on va commencer la construction l'année prochaine seulement. Donc là, un contexte complètement différent. C'est une maison pour l'ambassadeur et une chancellerie. C'est surtout le contexte qui nous intéresse ou qui peut être intéressant aussi dans cette discussion. On est dans un quartier qui est aménagé de maisons traditionnelles, de petites maisons plus ou moins traditionnelles, mais pas très, traditionnelles mais pas très anciennes, qui est un quartier entier qui va être complètement démoli pour laisser place à un quartier de tours de logement. Donc c'est vraiment une sorte de notion de l'urbanisme assez particulière, assez propre à ces grandes métropoles asiatiques qui font tabula rasa de quartiers entiers pour construire des quartiers nouveaux. L'ambassade suisse existe, elle est sur cette parcelle qu'on voit à gauche là, qui est une petite parcelle en surplomb de ce terrain qui est en train d'être démoli là. Et donc voilà, il était question de trouver la forme adéquate par rapport à la position adéquate par rapport à la mission suisse qui demeure une sorte d'îlot au milieu de ce quartier dévasté qui va être construit de tours. Et on a justement travaillé sur l'idée que cette parcelle devait se raccrocher à la topographie du parc qui est juste à côté et de la topographie de sa parcelle elle-même. Et de trouver ensuite son développement qui va puiser son inspiration plutôt dans les maisons traditionnelles des hanok coréens qui sont tous organisés sur des typologies de cours qui orientent tous les espaces majeurs de leur maison sur ces cours. Ensuite, la distance entre les maisons est très petite, mais l'espace utilisable extérieur est vraiment constitué par ces cours. On voit aussi derrière un peu l'immensité le saut d'échelle entre cette maison, qui est une grande maison qui abrite à la fois la résidence de l'ambassadeur et la chancellerie. Le saut d'échelle avec ces grandes tours qui dominent juste derrière. Donc c'est une situation hyper forte, qu'on peut questionner de 1000 façons. Et c'est assez compliqué, mais c'est aussi notre travail de trouver la réponse qui nous paraît adéquate pour répondre à ce problème. Voilà. Finalement, je voulais juste terminer par cette petite image on parlait de l'architecture vernaculaire lors de la dernière session. Là. Ça, c'était justement le premier travail que j'avais fait comme architecte, comme étudiant en architecture à Lausanne avec le professeur Aubry, qui nous avait donné toute une série d'objets vernaculaires à choisir et à étudier. Et nous, on avait choisi le plus petit objet qui était disponible dans la bibliothèque. C'est un tout petit grenier à grains qui fait 4 mètres de large par 9 mètres de long et qui est construit de manière très simple avec des murs en pierre, une charpente en bois et une couverture de terre et une couverture végétale par-dessus. Voilà, c'était juste un clin d'œil. D'ailleurs, je suis très curieux de voir cette image. Enfin, j'ai vu cette image avant en préparant les PowerPoint et puis je me demandais vraiment, parce que Burckhardt, à travers la présentation que tu as faite et puis même de ce qu'on en connaît, est principalement lié à des gros projets. Alors,
vous êtes une grande entreprise, mais est-ce que de ne travailler que sur des projets importants en termes de taille, est-ce que c'est par conviction, par réalité économique? Est-ce que c'est juste pas possible d'un point de vue économique au sein du bureau de travailler sur la réhabilitation d'un Mayen ou d'un appartement, etc. Ou est-ce que c'est un choix porté par le bureau? Non, je pense que c'est plusieurs choses. C'est ni un choix, ni il n'y a pas d'impossibilité. Enfin, on peut travailler sur des petits projets comme sur des grands projets. D'ailleurs, on le fait. On ne fait pas que des gros projets. Je crois que c'est un peu un ensemble. C'est aussi peut-être les maîtres d'ouvrage qui viennent vers nous parce qu'ils connaissent l'expertise du bureau en matière de grandes infrastructures. Peut-être ça les rassure d'avoir quelqu'un en face d'eux qui peut assurer la réalisation de ce genre de programme. Mais je ne pense pas que c'est ni un choix économique, ni un choix véritablement stratégique. Je crois que c'est un bureau qui a aussi toute une expertise, une culture de la construction, puisqu'il a été initialement, il a beaucoup réalisé, même pour d'autres architectes. Donc le bureau a fait beaucoup de réalisations. Donc il a une grande culture de la réalisation bien faite. Voilà, c'est un peu la construction suisse, bien construite. De façon économique et aussi avec un résultat ou un objectif architectural élevé. Donc ça, c'est ce qui a fait un peu je pense que c'est ce qui a fait connaître le bureau et c'est ce qui a permis aussi d'avoir accès à des programmes peut-être plus techniques, plus complexes et de plus grande envergure. Mais non, mais moi je suis le premier à vouloir faire des petites maisons aussi. Enfin, ça, c'est quelque chose je pense que toutes les échelles sont évidemment intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être peu de bureaux ont accès à ces grands projets et ces grandes infrastructures. Et je pense que l'architecte, en tout cas à l'école ou même dans sa profession, a peu l'occasion de se questionner sur ce qu'on peut en faire de ces programmes qui sont soit très grands, soit très techniques, et qui doivent quand même produire de l'architecture et de qualité. Et pour faire écho à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les communautés d'Ambilly, je ne sais pas si c'est toi qui as suivi... Ah, je vais prendre le micro, pardon. Je ne sais pas si c'est toi qui as travaillé sur les bâtiments du Flon, que vous avez récemment réalisé, mais justement, je trouvais que dans le couple promoteur-architecte, il y a aussi quelque chose d'intéressant, dans le sens où Mobimo avec le Flon cherche tout de même à différencier sur chaque bâtiment. Et en plus, vous, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a 3 et qui ont alors une identité commune. Tu pourras peut-être nous expliquer l'idée du projet, mais en même temps une identité propre à chaque fois. Comment est-ce que vous avez abordé à la fois le travail avec ce client qui est un client spécial dans Lausanne, disons, avec une grande emprise urbaine privée, et puis comment vous avez travaillé ça en termes d'architecture, de programmation, etc. Voilà, effectivement, c'est pas du tout les communautés d'Ambilly. Peut-être, mais c'est difficile d'expliquer ça en 2 mots, je pense. Effectivement, c'est un maître d'ouvrage qui a des idées très précises sur ce qu'il aimerait. C'est pas du tout à quoi ça doit ressembler, mais je pense que c'est un maître d'ouvrage qui n'a pas forcément la même culture que nous, les architectes, que moi, et puis qui a des envies très fortes de faire des choses, voilà. Et pourquoi est-ce que bon, alors, il y a un plan qui existe, il y a un plan qui est un plan de la ville qui est très précis sur les gabarits disponibles, sur les gabarits constructifs. Donc ça, c'était fixé. On ne déroge pas à ces gabarits. Au contraire, on avait juste la possibilité par rapport à ce plan guide de faire 2 bâtiments plutôt qu'1 pour un des îlots. Et on a décidé d'en faire 2 justement pour garder cette échelle très petite des bâtiments du Flon et de constituer une 3e venelle plutôt que de les associer pour en faire un bâtiment plus gros, comme ça a été fait pour l'administration lausannoise. Ensuite, la question pour moi, c'est surtout la question de la marge de ce
ce qu'on pouvait produire comme qualité dans le développement de ces volumes. Et pour moi, c'était surtout l'intérêt d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait faire un bâtiment qui soit utilisé, qui soit avec un accès public, donc de créer cette toiture terrasse qui permet d'utiliser la toiture, de voir aussi le flon et de percevoir le flon et d'habiter le flon depuis la toiture, puisque c'est un niveau de référence très fort au flon. Et donc c'est pour ça qu'on a développé le projet avec ces 2 grands escaliers qui permettent un accès à la toiture, par exemple. Et ensuite, les programmes, c'est assez compliqué parce que le programme se développait en même temps que le projet. Donc on est parti sans programme et petit à petit, le programme est venu. Mais c'est un programme de locataires qui viennent habiter des bâtiments qu'on dessine, dont on ne connaît pas encore l'habitant. Donc c'est un travail qui se fait en lien évidemment avec le promoteur et on doit à chaque fois modifier, faire évoluer le projet en fonction d'une idée, parce que d'une idée que se fait le promoteur sur le bâtiment, enfin sur les affectations définitives du bâtiment. Donc bon, c'était un travail très compliqué. Ensuite, il y a la question tu as posé la question des façades, de 3 bâtiments plutôt qu'un bâtiment, etc. Donc 3 volumes, voilà, j'ai expliqué pourquoi. 3 expressions différentes, c'était pas notre souhait initial. On a développé des projets qui avaient exactement la même façade. Pour nous, c'était une opération, c'était une réflexion qui devait forcément se matérialiser par une même façade. Et c'est vraiment c'est le maître de l'ouvrage qui nous a demandé de faire vraiment 3 façades différentes qui devaient exprimer 3 choses différentes. Alors après, on s'est mis dans ce contexte-là et on a essayé de développer 3 histoires différentes pour chaque bâtiment en fonction de sa position, en fonction de son affectation. Il y a une école de musique, il y a un bâtiment administratif et commercial, et il y a un bâtiment qui est un bâtiment de restaurant, de boîte de nuit, de bowling, donc de entertainment. Et donc voilà, donc on s'est pris à ce jeu et on a répondu de cette manière avec 3 expressions très différentes qui répondent au mieux au programme et à leur position. Ouais. Ok. Et on voit assez bien qu'il y a des relations. On parlait de relations entre architectes et maîtres d'ouvrage ou architectes et promoteurs. On voit que les relations sont vraiment différentes selon les cas, disons. Et vous voulez réagir ? Peut-être un complément par rapport à ça, c'est intéressant parce que pour les gens qui ont vu le flon il y a 30 ans, pour certains d'entre vous, vous étiez, comme il y a l'humoriste français, encore des foetus, mais enfin, voilà, pour se rappeler ce qu'était le flon il y a 30 ans, il y a eu aussi beaucoup de projets de démolition, de grands gestes urbanistiques, architecturales. En réalité, si on regarde le code génétique du flon, il est justement d'une simplicité fantastique, très élémentaire. On avait un tissu urbain qui existait, et en fait, après tout le dispositif et le débat urbain, il a été décidé de dire on garde ce tissu, simplement on renforce ce code génétique élémentaire de ces carrés, de ces volumes. Et en fait, c'est au bout du compte, après tout le débat urbain, ça a été un geste très modeste au point de départ. Ce que je trouve intéressant dans le flon, c'est que le code génétique de départ est tellement solide qu'au bout du compte, on peut y apporter cette espèce de tentative d'y apporter beaucoup d'architecture, et ça tient. Et l'espace public tient, et les choses tiennent, et ça marche. Alors, il y a effectivement une architecture un peu débridée, qui est même voulue par le maître d'ouvrage, mais ça marche encore parce que le code génétique est bon. Dans le cas des communaux, on est à l'extrême opposé. On a un champ, on n'a rien. On n'a pas de code génétique. On n'a rien comme élément fondamental. Alors, est-ce qu'il faut, en plus de la création du code génétique, créer en plus une diversité? On se dit à un moment, ça devient complexe, hein, ça devient difficile d'amener du neuf, que les gens se l'approprient, puis en plus de rajouter tout ça. Donc, il y a une petite similitude si on regarde vraiment la genèse des 2 projets. C'est pas inintéressant. Moi j'avais juste une question. On avait un 4e invité, alors je sais absolument pas s'il est
trop modeste pour avoir disparu complètement. Et pourtant, il passe pas complètement inaperçu. Moi, je sais pas. Peut-être qu'il est disparu. Je sais pas. D'accord. Bon, bah, si vous croisez un homme bleu avec une trompe, c'était notre 4e invité. Mais juste peut-être un mot avant de... Est-ce qu'il y a des questions déjà sur l'intervention? Ok, mais juste peut-être pour présenter le 4e invité qui n'est pas là, qui va peut-être arriver. On parlait de code génétique ou de... Il arrive? Oui, il arrive. Ah, bah parfait, j'ai pile le temps de le présenter. Mais... Il dit, André Kendi dit dans une BD que l'homme bleu a été engendré par la cité tentaculaire, le chaos, la chamaille, et qu'il peut être absolument ce qu'il veut, c'est-à-dire une tasse à café, une lettre dans un texte, un déchet industriel. Lui, personnellement, il a été administrateur de crèche, cuisinier, architecte, artiste, etc. Donc, je crois que l'homme bleu a décidé de ne pas parler ce soir, mais peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, Nicolas. Mais on se demandait déjà pourquoi autant d'activités, pourquoi être sans cesse instable au point de changer de profession tous les quelques années. Et est-ce que comment dire, est-ce que ça, toi, t'inspire personnellement, d'une manière générale et même dans ta pratique, que l'homme bleu qui est architecte est devenu l'homme bleu aujourd'hui? Alors je ne vais pas parler à sa place parce que je ne peux pas vraiment... Ah, mais il a décidé de ne pas parler, donc c'est Mais c'est-à-dire, bon, alors le personnage de l'homme bleu ne parle pas, il vit et il vit d'interactions plutôt non verbales. Mais non, moi ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'en fait, bon, d'abord son travail est très sérieux, contrairement à ses apparences. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout éclectique, c'est-à-dire il est éclectique dans ses moyens d'expression, mais il a une pensée qui est très rigoureuse et qui est vraiment dans le continuum. Et c'est quelqu'un qui travaille avec chaque projet nourrit un projet suivant et ainsi de suite. Donc c'est en fait c'est des projets qui sont issus d'abord de rencontres fortuites, de rencontres sociales, de n'importe quoi, de voyages. Et tout d'un coup, une idée vient, quelqu'un amène une idée, tiens, ça lui donne une idée, et il raconte une histoire qui va être continuée ensuite en bande dessinée, qui va prendre la forme d'un film plus tard, parce qu'il aura rencontré un réalisateur espagnol à Madrid et qui aimerait faire quelque chose avec lui, etc. Et il est toujours promoteur de nouveaux projets, mais qui ont toujours un lien entre eux. Et puis bon, moi c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai eu l'occasion, enfin j'ai une certaine formation qui est un peu aussi un peu plurielle. Enfin, j'ai fait pas mal de musique, j'ai fait pas mal de choses différentes, et je trouve intéressant de pouvoir mêler en fait ou de pouvoir avoir différents types d'expressions avec une pensée qui elle reste très sérieuse et continue. Alors, voilà. Est-ce que dans ce sens-là, vous, en tant qu'architecte, est-ce que vous voyez une intention, une logique de se diversifier comme l'homme bleu, quoi, d'être administrateur de crèche jusqu'à architecte et homme bleu, tout en ayant une continuité, bien sûr? Ou est-ce que, même Burkhardt, tu disais que vous aviez toutes les compétences à l'interne, quasiment. Est-ce que pour vous, c'est une manière de répondre à l'instabilité, de se dire qu'on a tout et on est capable de tout faire, ou en tout cas de tout aborder? Ou est-ce que vous, qui êtes moins nombreux par exemple, est-ce que c'est un but à atteindre de se dire qu'on attaque tout un tas de champs, ou qu'on se concentre? On disait le logement, moi je pensais que c'était principalement votre focus, mais en même temps vous vous intéressez à d'autres choses, c'est aussi des circonstances qui font ça. Est-ce que vous voyez une conviction dans le fait de se spécialiser, ou surtout de garder les écoutilles les plus ouvertes possibles? Non, mais moi je pense qu'on n'est pas... D'abord, on veut pas couvrir tous les champs, c'est pas une volonté de couvrir tous les champs de l'architecture. Mais je pense que, vu notre structure, probablement qu'elle a un impact sur la production architecturale,
c'est une structure relativement ouverte. Effectivement, on n'a pas la prétention de vouloir avoir une pensée commune qui passe à travers les 360 collaborateurs et donc le produit de cette collaboration. Et je pense que réellement, l'architecture a une forme d'éclectisme et je pense qu'on peut assez naturellement l'accepter. Après, je pense que c'est vraiment de trouver la bonne solution pour chaque projet, pour chaque question posée. La forme qu'elle prendra, elle sera si possible réussie à chaque fois, pas toujours, mais il y a une certaine forme on laisse une certaine forme de non-déterminisme, d'aléa dans la suite à donner. Et ça, j'aime assez bien. Donc le contrôle total ou excessif des choses, personnellement, c'est pas forcément non, pas ma tasse de thé, parce que j'apprécie les gens qui sont aussi qui sont très monomaniaques, qui obsessionnels, qui continuent un travail de manière très rigoureuse. Je suis très admiratif. Je pense que c'est tout à fait, c'est aussi une super façon de faire, mais voilà, c'est Pas la tienne. c'est pas forcément la mienne. Je pense que si tu t'adresses à nous étant un petit moyen bureau, on a beaucoup de casquettes sur la tête. Enfin, je sortais, aujourd'hui j'avais une séance de coordination où j'avais des problèmes de coffret électrique dans les entrées d'appartements. Après, il y a un peu un grand écart à faire avec des séances qu'on fait au département pour gérer des échelles complètement différentes ou des affaires complètement différentes, où il y a peut-être une gestion de bureau à faire, des questions du quotidien, un téléphone qui ne marche plus, qui doit être remplacé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Et je fais lien à quelque chose que j'ai souvent entendu pendant mes études et avant aussi, qu'un architecte sait tout mais rien faire correctement, en fait. Et je pense que c'est un peu ça entre l'ingénie, le dessin, les cours, le débat. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vois qu'il est 8h30 passé et qu'on peut manger après ici au Forum d'Architecture après avoir débattu. Est-ce que vous avez des questions encore? Ou alors on s'est... Ah bah oui. J'ai une petite question. En fait, malgré le fait que vous, déjà quand je pêchais, vous avez un petit moyen bureau, c'était un bureau bien établi à Genève, j'ai fait un truc plutôt longtemps. Donc, à travers les présentations qu'on a vues aujourd'hui, on a vu des grands projets. En fait, j'ai encore un peu du mal à percevoir la modestie dans votre approche. Juste pour provoquer un peu. Parce qu'au final, oui, on a vu des façades qui sont calmes, qui sont respectueuses, mais il y a aussi le fait de faire régulièrement des façades calmes. Est-ce que ça correspond à la modestie ou juste si vous pouviez apporter des précisions à ce sujet? Alors peut-être déjà pour le choix du projet qu'on a présenté, c'était pas vraiment le projet tel quel, c'était plutôt le processus du projet, de démontrer comment on travaille, qu'on travaille avec les autres, ensemble, avec le maître d'ouvrage, avec les autres bureaux d'architectes, en partageant des postulats, de ne pas faire une architecture qui danse et qui chante et qui s'exprime formellement, mais plutôt, c'est aussi un peu le postulat de notre bureau, plutôt, comme je l'avais dit déjà tout à l'heure, de modeste dans le sens de ne pas s'adresser, mais voilà, moi, je suis le nouveau bâtiment, je suis là et j'ai une identité claire. C'est plutôt par une autre approche. Après, c'est vrai qu'on aurait pu montrer aussi d'autres projets, ce qu'on n'a pas fait.
où on voit peut-être plutôt qu'il y a des interventions très calmes. Enfin, je pense à des rénovations qu'on fait au Louvre qui sont peut-être très modestes. On a fait des rénovations au Lignon, des rénovations de façade. Finalement, quand on voit la façade rénovée, on voit rien. On voit plutôt, peut-être la seule chose, c'est qu'elle est propre. Et comme ça, on voit, là, il y a été quelque chose peut-être qui a été fait, si on regarde avec un degré très sensible. Donc c'est peut-être le choix du projet, c'était vraiment plutôt de dire, voilà, on est modeste dans le sens où on essaye de rassembler les forces et d'aller de l'avant avec le projet et pas travailler chacun dans son coin. On peut se demander quand même si l'architecte est vraiment modeste, non? Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, on peut avoir des modes d'expression qui tendent vers quelque chose de simple et qui pourrait s'apparenter à une certaine humilité ou à une certaine modestie, mais je pense que la posture ou même l'architecte, enfin, la posture de l'architecte n'est pas modeste a priori. Est-ce qu'il y a une question? David? Moi, je voulais poser juste une question. En fait, c'était en termes de modestie, est-ce que c'est quelque chose de positif, déjà, de savoir? Et puis, comment est-ce qu'on doit considérer l'architecture qui serait typiquement anonyme, l'architecture immobilière, on dira, type l'architecture où la plupart des architectes, on est là, peut-être on ne travaille pas ici, on ne travaille pas dans ce type de bureau, mais qui serait, par exemple, Bernard Nicourt. Enfin, comment est-ce qu'on doit considérer ce type d'architecture, qui est quand même un ensemble bâti, un ensemble urbain, qui est très modeste, qui passe inaperçu, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut le considérer? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être une réponse par rapport à ça, c'est-à-dire que moi je vais être un peu méchant, je vais dire qu'il y a de l'architecture et puis il y a de la construction. Oui, je dirais qu'il y a de l'architecture, il y a de la construction. Alors évidemment, fort heureusement pour nous tous, le temps va faire son œuvre, et puis il y a des choses qui seront reconnues dans le temps comme étant un travail architectural et probablement digne d'intérêt, et puis le reste passera aux oubliettes. Ce qu'on peut souhaiter de mieux pour les productions médiocres de mauvais promoteurs. Je suis un peu dur même avec cela, mais c'est vrai que si on veut faire un contraste, il faut bien avoir un champ de comparaison. Alors forcément, je vais dire heureusement qu'il y a du mauvais, comme ça permet de faire la différence avec le bon. Est-ce que la construction n'est pas modeste quand même? Oui, disons que la notion de qualité, elle est tellement individuelle. Oui, alors, bon, si on veut parler simplement de modestie, à proprement parler, c'est, je pense, simplement la capacité de comprendre qu'il y a beaucoup de sensibilité et que l'une n'est pas forcément celle qui doit s'exprimer au détriment des autres. Alors, on parle plutôt d'équilibre entre les choses. C'est de nouveau, si on parle d'une architecture qui se présente de façon forte, eh bien comment cohabite-t-elle avec une architecture qui se présente de façon simple à côté? Est-ce que au fond la plus intéressante n'est pas la plus simple parce qu'elle a plus de choses à dire, et elle a plus de choses à dire parce qu'en fait elle sous-tend des valeurs. Alors, on revient plus à la notion de qu'est-ce qu'il y a derrière et quel sens on met dans ces choses-là. Là où il y a du sens, la valeur, je dis toujours, la valeur n'a pas de prix. On peut mettre beaucoup d'argent, mais ça n'a toujours pas de valeur. On peut mettre beaucoup de couleurs, mais ça n'a pas de sens. Et bon, on a suivi tous des enseignements de professeurs différents. Moi, j'avais suivi à l'époque l'enseignement de M. Snoddy. Et c'est vrai que quand on allait visiter ces objets, voilà, il y avait presque rien, du béton, des murs blancs, et puis il y avait une telle valeur de l'espace, une telle valeur de la lumière, une telle qualité de l'interaction avec ce qui était autour. On se disait, waouh, avec 3 bouts de ficelle, c'est le MacGyver de l'architecture, parce qu'avec peu de choses, il arrivait à donner des émotions incroyables. Et alors, il y avait une notion de modestie,
mais en même temps, quelle grande valeur. Et je crois que le débat de la modestie, on peut se poser la question, transposer en disant quelle valeur on met aux choses, quelle valeur on se donne dans notre société, et qu'est-ce qu'on veut dire à travers l'acte de bâtir, les constructions, l'espace public, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous aux gens qui seront les utilisateurs. Donc voilà. Alors être modeste, c'est aussi de laisser la place à tout ça, et puis de réfléchir un peu plus là-dessus, je pense. Alors je vous propose d'arrêter le débat officiel, mais le débat officieux peut commencer. Je tenais juste à remercier tous les bureaux. En fait, j'ai oublié de remercier tout le monde la dernière fois, donc je me reprends maintenant. On remercie bien entendu tous les bureaux invités et leurs invités. Alain Nassau qui a dû, vous avez dû le voir avec un pied et son appareil photo, faire des photos des 3 événements. Sébastien Vargas qui va filmer, qui a filmé les architectes, qui a fait des interviews, etc. Et on produira des vidéos. Et puis on remercie tous les bénévoles, le comité du phare, Gaël Cochon, son président, Sonia Curnier pour son soutien, Caroline Henry et Jean-Del Borgo qui ont conçu et réalisé le bar de 8 mètres de long que vous voyez, Tanguy Offray-Postel et Alain Nassau pour la musique que vous allez entendre bientôt, Catel Malédan, Lisa Elias, Raphaël Cognac, Carole Le Signe pour leur conseil et leur soutien, et Catherine Saïva pour son aide. Merci beaucoup et puis bon appétit. On n'a pas vu beaucoup l'homme bleu du coup. Hein? L'homme bleu a disparu. C'est caché. Je sais pas du tout. Ah, il est là l'écran. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Ça va? Je trouve vraiment que des tas de choses intéressantes à discuter. On n'a pas fait le temps des chutes. Ouais, c'est intéressant.